un après-midi d'août 2023 dans le 16e arrondissement de Paris. Au sortir de la station Jasmin, nous avançons dans la rue du Docteur Blanche. Bientôt, nous quittons la grande rue pour pénétrer dans une calme voie privée. Verdoyante et peuplée de voitures rutilantes, la rue demeure habitée, témoignage d'une intense période de construction de luxueux logements fonctionnels. Au bout de l'impasse apparaissent bientôt les lignes géométriques blanches, Ou plutôt ocre-jaune clair, de deux maisons fusionnées. Elles semblent nues, étant dénuées de la végétation qui se déploie sur toutes les autres habitations. Un panneau sur la porte prolonge cette ambiance intimiste. « Sonnez avant d'entrer » est-il écrit, comme si le propriétaire allait nous recevoir. Nous sommes Nicolas Bousser, historien de l'art, chargé des réseaux sociaux au musée du Louvre et directeur du magazine Coupe Filard, et Juliette Jiquel-Mollard, élève conservatrice du patrimoine en musée et spécialiste des arts entre 1850 et 1950, et nous nous apprêtons à pénétrer dans l'une des premières réalisations de Pierre Jeanneret et Charles-Édouard Jeanneret-Gris, que nous connaissons mieux sous le nom de Le Corbusier, la Maison Laroche. La porte s'ouvre et l'on est presque surpris d'être reçu par un accueil pour prendre son billet. Un puits de lumière surplombe le hall. Cœur de la maison, les 2 étages donnent sur lui, entre galeries et balcons. Ici, le béton est blanc, un enduit de plâtre couleur blanc de chaux qui pourrait rappeler les intérieurs d'un palais marocain. Le soleil y trace sur les murs des formes géométriques, répondant à l'orthogonalité des lignes de l'architecture. Cette maison est le fruit d'une réflexion entre le propriétaire, Raoul Laroche, banquier et collectionneur d'art, jeune sous-directeur du Crédit Commercial de France, et Le Corbusier, entre 1923 et 1925. La commande de Laroche est claire. Une maison scindée en 2 espaces, l'un dévolu à la réception avec sa galerie de peinture, et l'autre espace rassemblant les appartements privés. Précisons d'emblée que la villa contiguë, dite Jeanneret, conçue pour le musicien Alfred Jeanneret, frère de Le Corbusier, et son épouse Lottie Raff, ne peut se visiter, car elle accueille la bibliothèque et les locaux de la Fondation Le Corbusier. Elle conserve donc toutes ses surprises. Bien qu'elles soient accolées, les 2 maisons constituent bien 2 entités distinctes selon leur fonction. L'une, celle du couple Jeanneret-Raff, est destinée à accueillir une famille et un studio de musique, tandis que la seconde, commande de Raoul Laroche, doit accueillir un célibataire collectionneur d'art moderne. Le programme n'est pas le même, et l'architecte veut donc faire de cette seconde maison une promenade architecturale. En dépit d'une commande précise confiée par le commanditaire, la Maison Laroche est la première expression des réflexions de Le Corbusier. En effet, elle déploie déjà les 5 éléments caractéristiques de sa théorie de l'architecture, éléments qui vont structurer l'ensemble de ses réalisations. Il y a d'abord le plan libre. Élément essentiel, il s'agit de ne plus faire reposer le poids sur les murs porteurs, mais sur des poteaux dalles régulièrement disposés. Nous y reviendrons dans quelques instants. Les pilotis, structure de base verticale en béton armé. Le toit jardin, permis par le béton armé qui évite les combles en pente, il offre un espace extérieur surélevé qui renoue avec le fantasme du jardin suspendu. La façade libre. Comme une façade écran, celle-ci n'est plus chargée de révéler la disposition intérieure de l'habitat et elle n'est pas porteuse. Et enfin, les fenêtres en longueur, dites en bandeau. Le béton permettant de supprimer les linteaux, ces couvertures se déploient en longueur sur l'édifice. Résumons donc. Le plan libre, les pilotis, le toit jardin, la façade libre et les fenêtres en longueur. S'ils apparaissent déjà ici, ce n'est que 2 ans plus tard, en 1927, que l'architecte met par écrit ses réflexions, et la Villa Savoie à Poissy en sera le premier témoignage concret en 1931. Mais revenons à la Maison Laroche en 2024, 100 ans après sa construction et près de 30 ans après son classement au titre des monuments historiques. Les espaces se suivent au fil de légères cloisons qui divisent les pièces selon leur fonction. Prenons un peu de hauteur, en considérant la structure de l'édifice à la manière d'une maquette en 3 dimensions. Vous trouverez une image pour vous aider sur la page du podcast. L'espace s'ordonne en effet sur le principe du plan libre, principe cher à Le Corbusier et qu'il emploie ici pour la première fois. Mais en quoi cela consiste-t-il ? Différents pylônes de béton structurent l'édifice autour du puits central constitué par le hall, sur lequel sont fixés les différents étages. Il n'y a pas de mur porteur. Les espaces peuvent donc s'organiser selon les besoins des commanditaires. Les fonctions structurelles et séparatives sont ainsi séparées. Ici, pas d'escalier monumental central destiné à surprendre le visiteur. La surprise provient du vide et de la lumière. La lumière zénithale fait ainsi du hall la source lumineuse de l'ensemble des espaces. Telle une colonne dans l'édifice, l'escalier principal se cache dans un recoin, lieu de passage et non de représentation. En effet, il ne s'agit pas ici d'être vu en mouvement. L'architecte ne donne pas la primauté au mouvement du visiteur.
Celui-ci est seulement chargé d'animer les espaces dans une chorégraphie que le spectateur idéal devrait contempler depuis le hall. Il y verrait ainsi apparaître et disparaître la figure au fil des 2 niveaux, glissant entre galeries et pièces autour du puits central. Découvrir les pièces de la maison, c'est découvrir un changement d'échelle. Si le plafond du hall s'élève sur toute la hauteur de l'édifice, les étages intermédiaires surprennent par leur dimension. Les plafonds sont bas et les étroites portes ne permettent pas à 2 personnes de se croiser. Ici, pas de blancheur. Le dallage du carrelage reçoit les murs souvent colorés des différentes pièces. La blancheur du hall a laissé la place à une palette de couleurs surprenantes comme un plafond bleu marine. Là encore, Le Corbusier expérimente ses réflexions. On constate en effet que les couleurs choisies et restaurées dans la maison Laroche se retrouvent dans les claviers de couleurs qu'il élabore avec l'entreprise suisse Saloubra en 1931 pour des papiers peints. Hors de toute blancheur, les titres des teintes renvoient à des images. Sable, paysage, velours, ciel, entre autres exemples. À nouveau, ce n'est pas le visiteur en mouvement qui est considéré, mais son ressenti alors qu'il se trouve dans la pièce. Ces couleurs doivent produire une atmosphère chromatique, propre à chaque espace de la maison Laroche. Ainsi, chaque paroi est d'une couleur différente et la cheminée se fond par exemple dans un mur brun foncé, teinte sombre qui contraste avec la clarté des bleus et des gris. Comme un nouveau dégagement, la galerie de peinture rouvre l'horizon. Le plafond est haut et la lumière naturelle abondante, passant par des baies vitrées en partie supérieure des murs. Le propriétaire y exposait sa collection de peintures cubistes et puristes, une collection dans laquelle figurait quelques Le Corbusier. La reconstitution des couleurs et le remeublement réalisé en 2009 ont permis de mieux percevoir la présence subtile du luxe dans cette maison. Le Corbusier, connu du grand public pour ses habitations à destination du commun et visant à la rentabilité maximale de l'espace, fut pourtant l'architecte de luxueuses maisons privées jusqu'aux années 1940. Ce luxe ne s'exprime pas ici dans les apparences, mais dans l'élégante discrétion des matériaux et la savante conception du mobilier. Table au plateau de marbre noir et piétement de tubes d'acier, fauteuil en cuir de maple, bague d'éclairage avec des bulbes réfléchissants dirigés afin de garantir le bon éclairage des peintures. Plusieurs ajouts mobiliers sont le fait d'une coopération avec Charlotte Perriand en 1928. En forme d'aile d'oiseau, la pièce donne accès à l'étage supérieur à l'aide d'une rampe hélicoïdale longeant le mur. Celle-ci surprend par son degré de pente, œuvre d'esthétique soulignant la forme de la pièce. Cette fois, c'est le mouvement du visiteur qui anime l'édifice et lui donne vie. Il donne à voir la ligne des espaces. Notons que, de l'extérieur, la façade ne laisse absolument rien voir de cette rampe. Une fenêtre en longueur court le long du mur en hauteur, donnant l'illusion d'une pièce continue et visant à capter le plus de lumière possible, selon le principe de la façade libre précédemment évoqué. Comme une incongruité, il n'est pas possible d'accéder à la seconde partie de la maison sans revenir sur ses pas. Il faut en effet passer obligatoirement devant une grande baie vitrée en contournant le hall par l'étage. Cette contrainte relève d'un choix stratégique de l'architecte. Il souhaite faire éprouver aux visiteurs et à l'habitant la proximité avec la lumière naturelle et la nature extérieure, ceci à travers un chemin dicté dans la maison. Les pièces qui suivent surprennent encore et toujours le visiteur. Si la première partie de la maison relevait de l'apparat, on retrouve ici les commodités de pièces à vivre entre salle à manger, salle de bain, cuisine et chambre entre 2 étages. Là encore, l'échelle change. L'étroitesse des escaliers comme des couloirs transforme la visite en un parcours rappelant l'intimité des lieux. Privilège de la visite guidée uniquement, nos pas nous mènent au toit terrasse. Si les difficultés de conservation d'un toit en béton armé ne peuvent échapper au regard, la vue offre un panorama sur les maisons et petits immeubles du quartier, dotés de petits jardins cachés, eux aussi parfois en hauteur. Une étape importante après la visite de la maison Laroche se trouve quelques centaines de mètres plus loin, de l'autre côté du périphérique. Après une vingtaine de minutes de marche, nous atteignons la rue Ningesser-et-Colly. Devant nous se dresse l'immeuble Molitor, du moins sous des échafaudages au moment de notre venue, au numéro 24. Ce jour-là, un match de rugby a lieu dans le stade Jean Bouin, juste en face. C'est dans cet immeuble, conçu par lui-même et son cousin Pierre Jeanneret à nouveau, que Le Corbusier installa son appartement-atelier au début des années 1930. Il est mouru en 1965. La dernière restauration de cet appartement date de 2017. Nous cherchons sans succès l'entrée. Nous passons sous l'échafaudage et entrons dans un immeuble commun de 8 étages avec le sentiment de chercher à entrer quelque part sans avoir le code. Une discrète signalisation indique qu'il faut monter au dernier étage, par l'escalier ou l'ascenseur. Il y a du monde, le choix des escaliers est motivé par l'envie de tout voir d'un tel lieu.
Les portes semblent curieusement basses. Arrivés en haut, nous sommes invités à attendre dans le couloir, qui ressemble plutôt à une étroite coursive fermée par une plaque de verre opaque. Le nombre de visiteurs acceptés est en effet limité. 15 maximum en simultané. Il faut dire que les volumes de l'appartement sont beaucoup moins importants que ceux de la maison Laroche. D'ailleurs, nous retrouvons certains visiteurs de la maison devant la porte. Beaucoup enchaînent les 2 étapes dans la journée. Après quelques minutes d'attente, nous pénétrons dans l'appartement. L'ensemble est traversant et baigné de lumière. Le salon-atelier accuse des volumes importants. C'est le lieu de travail mais aussi de réception du couple. On y trouve par exemple le bureau du Corbusier, donnant au nord avec une vue masquée par l'opacité des briques de verre Nevada. Contemporain de celui utilisé dans la maison de verre par Pierre Charot, ce procédé plaît à ces architectes soucieux de capturer la lumière naturelle. De l'autre côté, on découvre des espaces plus privés, accessibles après l'ouverture d'une grande cloison. Fermée, elle coupe l'espace en deux, comme dans la maison Laroche, entre le privé et le public. Entièrement ouvert, l'espace intérieur n'est coupé par presque aucun point d'appui. Ici aussi, l'architecte donne à voir l'expression de ces 5 éléments caractéristiques. Ainsi, à l'étage, le toit terrasse, nouveau jardin suspendu babylonien, offre une vue imprenable sur les alentours et l'accès à une petite pièce isolée dont la fenêtre ouvre aujourd'hui sur le stade. Ce jour-là, nous nous offrons même le luxe de suivre le match en cours durant quelques minutes avant de regagner la sortie. Nous ne pouvons que vous conseiller de visiter la maison Laroche et l'appartement atelier du Corbusier. Et pour ceux qui ne peuvent pas, dans l'immédiat, compléter ces visites par une découverte de la Villa Savoie à Poissy, de la Cité radieuse à Marseille ou de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, nous vous invitons à vous rendre au pavillon suisse de la Cité universitaire internationale ou à la Cité de l'architecture au Trocadéro. Vous pourrez découvrir dans cette dernière une reconstitution d'un appartement témoin de la Cité radieuse. De quoi appréhender en profondeur les théories de Le Corbusier, de ce géant de l'architecture du XXe siècle, Pierre Boulez de son domaine. Nous signalons à nos auditeurs que la Fondation Le Corbusier, propriétaire de la maison Laroche et de l'appartement atelier depuis 1968, vient de mettre en ligne l'entièreté de ses collections. Ce sont près de 6000 peintures, sculptures, dessins, papier collé, estampes ou encore émaux qui sont à présent accessibles au plus grand nombre. Rendez-vous sur fondationlecorbusier.com pour accéder à la base Corbu. La musique et les arrangements de cet épisode ont été réalisés par Julien Bousser.